Notre tout dernier invité, c'est le brillant physicien congolais, le professeur d'université Mutombo Charles, qui va nous présenter sa théorie de l'incommodité du temps, une idée révolutionnaire qui voit le temps comme une force capable de perturber nos vies, nos projets, voire notre santé, si on ne le maîtrise pas. Imaginez un retard au travail, une attente interminable chez le médecin, ou même un projet qui traîne. Et si tout cela pouvait être expliqué, mesuré, voire évité grâce à une formule scientifique. Professeur, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Gaëtan, vous allez bien? Super bien, merci. En tout cas, je suis ravi d'être en face de vous pour parler de cette théorie de l'incommodité du temps qui m'a pris beaucoup de temps pour la comprendre. Vous avez mis sous forme des formules scientifiques comment est-ce que le temps peut perturber notre vie. C'est ça l'incommodité du temps. Oui, l'incommodité du temps. En fait, on a commencé par définir ça. On a dit que l'incommodité du temps, ce n'est rien d'autre que les troubles ou les malaises ressentis lorsque, dans un système de temps, les temps passent. Ces passages-là laissent un gène mécanique. Ces passages-là laissent des troubles. Alors, lorsque ces temps présentent des surcharges, des dépressions, des perturbations, des désorganisations, alors il y a une incommodité par rapport à ce que vous deviez réaliser partant d'une période donnée. Donc, cela n'est pas une approche scientifique qui se lie à la relativité du temps d'Einstein non plus, au temps comme disait Newton, mais ici, cette approche ici vient non seulement interpréter une présentation incommode de la durée, mais aussi mesurer cette présentation. Donc, les ressentis, le vécu humain, qui perturbe notre système vivant. Donc c'est un peu ça. J'ai modélisé ça avec une formule et cette formule, je pense qu'on aura à en parler encore plus. Justement, donc c'est une rupture avec tout ce que nous savions jusque-là au sujet du temps et des perturbations qui peuvent y découler. Oui, donc c'est la rupture. Oui, c'est la rupture. En fait, ici, le temps est vécu subjectivement et ces temps peuvent être objectivisés par une formule physique. Alors j'ai posé une formule qui vient d'un théorème. Ce théorème, c'était si simple, j'avais dit que dans tout système vivant soumis à une évolution temporelle, tend à manifester une incommodité proportionnelle à l'entropie de son état vécu. Donc pour dire, dans cette formule que je parle de I égale C indice M multiplié par S multiplié par delta T, vous avez la constante intrinsèque de chaque être vivant. Tel que vous êtes là, vous avez votre façon de vous comporter suite à un fait présenté dans votre vie, suite à un obstacle, suite à une contrainte donnée. Et l'entropie, c'est votre environnement. Vous voyez, le système est lié. Vous voyez, quand on est dans un système, n'est-ce pas, ces systèmes peuvent avoir des désordres, d'agitation, ainsi de suite. Et l'entropie signifie les désordres du système. Les désordres du système. Et ces systèmes vous comprennent pendant une période donnée. D'où, dans la formule, j'ai dit I égale C indice M multiplié par S multiplié par delta. Voilà. Alors, comment la constante, la CM, est-elle déterminée ou calibrée pour un système spécifique comme le système biologique ou économique ou tout autre système? Voilà, j'ai dit bien, quand on parle des constantes de Mutombo, la constante intrinsèque, la constante là, c'est en fait une variable dépendant de chaque sujet. Votre façon d'appréhender le temps est différente des autres personnes. Pour dire, vous avez votre façon à vous d'interagir avec le temps. Les gènes mécaniques qui se réalisent ou qui se déroule pendant que vous vivez le temps est différent des gènes que l'autre pourrait ressentir pendant qu'il est en train de réaliser son vécu. Je donne un exemple. On stresse tous, non? On peut tous perdre de l'argent, par exemple, dans un système économique, je ne sais pas. On peut avoir du stress, mais pas de la même façon. Des étudiants qui passent, par exemple, prenons des sources, des étudiants qui passent leurs examens à l'université, la session. Un étudiant passe dans une salle où il y a moins de bruit, sa session. Et l'autre passe son examen dans une salle où il y a trop de bruit. Vous allez remarquer que le même temps va s'écouler, mais tous n'auront pas le même rendement. Suite au bruit qu'il y avait de l'autre côté, alors cet étudiant-là vivra une incommodité plus forte que celui qui était dans l'auditoire où il y avait plus du calme. Vous voyez que cette notion vient nous permettre de modéliser comment nous devons cheminer avec les temps. Donc la sensibilité d'un système, c'est central dans votre formule. Oui, c'est l'élément central. C'est ça même qui nous permet de quantifier ces temps-là, ces gènes mécaniques produits pendant une période donnée. Alors, avez-vous conduit des études ou des expériences pour valider cette théorie? Oui, pour valider cette théorie, j'ai mené des études
dans certains milieux, les milieux scolaires, pour parler de l'incommodité scolaire, j'étais dans les hôpitaux comme les cliniques universitaires de Kinshasa. Alors, quand j'étais devant les élèves, l'incommodité était simple pour comprendre ça ou faire entendre ça aux élèves. Prenons les élèves qui devraient avoir cours à 14 heures, les cours de géométrie. Cet élève-là, chez lui à la maison, n'avait pas d'électricité, non plus d'eau, n'a plus d'eau, et arrivé à 12 heures, il se rend compte qu'il devait se rendre à l'école. Arrivé à l'école, cet élève s'amène avec des surcharges mentales, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un problème là-bas. Ces surcharges-là les conduisent à l'école, et une fois arrivé à l'école, il est soumis à une contrainte. La contrainte, c'est quoi? Tout ça, c'est quantifiable. Oui, on peut quantifier ça. On peut quantifier ça. Oui. Vous voyez que cet élève arrive à l'école et est soumis à une contrainte. La contrainte, c'est qu'on doit avoir maintenant un cours de géométrie. Et non seulement qu'on disait que c'était un cours, mais les profs viennent pour dire, voilà, on sera exposé à une interrogation. Je vous assure qu'avec cet état de l'élève ne saura pas comme il se doit réaliser son épreuve. Si l'enseignant n'est pas assez pédagogue pour agréer les rendements de l'élève, alors il pourra peut-être dire, bon, cet élève n'est pas intelligent, cet élève, c'est la conclusion, le raccourci facile, justement. Oui, l'élève n'est pas intelligent, alors que l'élève a réagi suite à ce qu'il a vécu. Vous voyez, ce que j'ai présenté comme résultat, c'est comment on appelle, l'obtention de tout ce que j'ai accumulé. Les problèmes que j'ai enregistrés dans ma vie, par exemple, dans mon vécu pendant une période donnée, les temps que j'étais à la maison. C'est ce qui se passe aussi, excusez-moi de vous interrompre, j'avais des amis à l'école, ce n'étaient pas les plus brillants, oui. Mais aujourd'hui, quand on a quitté les systèmes scolaires, oui. Ils sont dans un autre système. J'ai essayé de discuter avec eux, mais j'étais étonné de voir comment ils avaient autant de culture, autant de connaissances, autant d'intelligence. C'était le système qui était le problème au départ. Oui, c'est pour dire que l'État n'est pas relatif. Oui. C'est pour dire que l'État n'est pas relatif. Ce que tu as vécu là-bas ne sera pas la même chose que ce que tu vas vivre aujourd'hui. Il y a changement. Oui. Et dans ces changements-là, on ne peut pas dire que ton passé est le même que ton futur. Non. Vous voyez? Donc, l'incommodité, et dans ces faits-là, on quitte le passé pour aller vers le futur. Et dans ce futur-là, on voit autre chose. Et dans cette autre chose-là, on peut quantifier les gènes mécaniques qui a été produit par ce temps-là. Alors, dans des systèmes complexes, oui. Où plusieurs facteurs interagissent, par exemple une entreprise avec des contraintes économiques et humaines, comment la théorie gère-t-elle ces interactions entre différentes sensibilités, etc. Voilà, j'ai souvent l'habitude de prendre la courbe de Phillips. La courbe de Phillips, c'est en économie. Hein. C'est une courbe qui établit la relation inverse entre le taux de chômage et puis l'inflation. Prenons le cas de la RDC. Un pays en crise économique. C'est un pays où, quand vous allez au tableau, la courbe de Phillips ne se vérifie pas. Un pays incommode, totalement incommode. Donc, plus il y a le taux de chômage comment on appelle le chômage augmente, plus l'inflation augmente. Oui. Et la courbe n'est pas vérifiée. Et lorsqu'il y a échec de l'application de cette courbe, votre pays est en crise. Votre pays est incommode. Votre système économique ne va pas primer au-dessus des autres systèmes. On sera un pays dépendant des autres. Dépendant des autres. Parce qu'on ne sait pas gérer ça. On ne sait pas gérer ça. Normalement, s'il y a baisse du chômage, il doit y avoir augmentation de l'inflation. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. L'inflation augmente et le chômage augmente en même temps. Voilà, la courbe n'est pas respectée. Donc, sur le plan économique, notre pays est incommode. Oui. L'incommodité économique de notre pays nous permet de rester le subalterne des autres pays. On sera toujours là en train de, comme on dit, de faire de blabla. Hein? Vous voyez, les gens qui sont là en train de dire, voilà, aujourd'hui, le taux de dollar est à autant, on est à autant, voilà, il y a augmentation de ceci, cela, le pays est en train de changer. Mais non, on ne change pas. Aussi longtemps qu'on n'aura pas des entreprises capables de fabriquer ou de mettre au point certaines usines, capables d'avoir les ustensiles usuels, les ustensiles que nous utilisons chaque jour de notre vie, les produits que nous utilisons. Aussi longtemps qu'on n'aura pas ces entreprises, je vous assure que notre pays sera toujours un pays dépendant des autres. Dépendant des autres. Et pour en avoir, si on doit en avoir, donc on doit diminuer les taux de chômage. On diminue les taux de chômage quand on crée du travail, on crée de l'emploi, on crée du service aux autres. Vous voyez que cette théorie, si on la comprend bien, ça nous permettra de bien modéliser, bien analyser les faits et mieux nous diriger. C'est pourquoi lors d'une défense dans le ministère de la Recherche, j'avais dit que la théorie de l'incommodité du temps n'est pas seulement cette théorie-là que vous voyez. C'est aussi une grandeur physique vectorielle. Ça a une norme, une direction, un sens et un module.
Vous voyez que quand nous avons la conscience de l'incommodité économique que nous avons, alors nous pouvons nous dire, voilà, on va placer cette zone d'analyse pour nous diriger à une direction bien donnée. Et cette direction peut être l'apogée de notre État. Justement, en des termes simples, c'est que vous dites que votre formule, je sais pas, votre formule peut aider l'État justement à bien arrimer ses politiques publiques pour satisfaire à la population. C'est ça justement. Oui, c'est ça. Est-ce que votre formule a-t-elle des limites? Bon, la formule a des limites dans d'autres approches. Parce que quand vous regardez les théorèmes qui disent que tout système vivant soumis à une évolution temporelle tend à manifester une incommodité proportionnelle à l'entropie de son état vécu, vous voyez que je me suis limité dans les systèmes vivants. Alors quelqu'un d'autre pourrait dire alors dans un système semi-vivant. C'est-à-dire? Ou dans un système qui n'est pas totalement vivant. Quand je parle de système vivant, je vois la société, je vois l'homme qui est un système vivant, les écosystèmes, vous voyez? Mais pour les appareils par exemple. Parce que j'avais dit, on ne doit pas se limiter à dire la théorie physique, mais on peut aussi quantifier. Quand on passe à l'expérimentation, on peut calculer ces gènes mécaniques dans les corps qui sont non vivants, comme on le dit. Oui. Dans des machines, des appareils. Parce que ça nous permet de mesurer l'usure d'un système. Ouais. Les surcharges, les dégâts qu'a causé. Ça nous permet de quantifier ça. Comme vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Si vous avez vécu pendant une période donnée et qu'on parvient à quantifier ces gènes-là, on dira que vous êtes à autant d'incommodité, d'unité d'incommodité, et est-ce qu'on peut donner la prise en charge à votre corps suite à ces problèmes-là? Vous voyez? Voilà, c'est ce que l'échelle explique aussi. Je pense que la prochaine étape de votre... La question. Voilà, question. Oui. Je voudrais pour savoir, est-ce que cette théorie de l'incommodité peut permettre de mesurer le bonheur de quelqu'un? Bon, en fait, quand je dis qu'il y a incommodité, vous voyez, ce que nous appelons bonheur ici, dans d'autres cieux, c'est malheur. Vous voyez? Ce que nous appelons vérité, chez certains, chez les autres, c'est le mensonge. Vous voyez? Dans cette approche de compréhension, nous disons ceci. L'incommodité, ce que toi tu peux appeler bonheur, quelqu'un d'autre peut appeler ça malheur. Alors, tu seras en incommodité parce que tu ne considères pas ce que lui considère dans son ciel, dans son système de vie. Vous voyez? Donc, on doit bien limiter notre champ d'action, notre zone de vie, pour mieux situer cette incommodité. Je suis en incommodité dans le monde des ignorants parce que je ne suis pas un ignorant. Vous voyez? Absolument. Alors, eux aussi me trouvent incommode parce que j'ai les données à dire. Voilà, c'est un peu ça. Ça reste très physique et très relatif également aussi. Merci. Merci à vous d'être passé. Professeur Charles Mutombo, inventeur d'une échelle pour mesurer l'incommodité du temps. C'était un sujet passionnant en tout cas. Et ça fait le bonheur de beaucoup de physiciens. Oui. Et c'est peut-être pas trop digérable pour tout le monde à la maison, mais c'était intéressant. D'accord, voilà. Donc, pour le dernier mot, pour terminer. Alors, je tiens à dire que la recherche, elle doit dire exactement ce qu'elle a trouvé. Oui. Alors, on doit avoir une boussole. Et cette boussole, c'est une politique bien définie de la recherche et de l'innovation. Vous voyez que la théorie de l'incommodité du temps nous permet de mieux modéliser les temps. Alors, le temps n'est pas seulement mesuré dans les horloges. Le temps est vécu en termes de souffrance, stress. Oui. Alors, nous ne devons pas rester là. Nous devons aller plus loin, aller à l'expérimentation, avoir ces chiffres et plus vite donner la prise en charge et permettre à notre nation, ou peut-être aux personnes vivant dans notre pays, pourquoi pas le monde, il faut que ce soit récupéré au niveau gouvernemental. Il faudrait qu'on crée une cellule, je ne sais pas moi, à la présidence pour mesurer l'incommodité afin de bien calibrer les actions gouvernementales. Oui, il faut définir les éléments d'un laboratoire, tout un laboratoire. Il faut définir les gens. Les gens doivent être là et travailler sur ça, comprendre les problèmes que nous avons et voir par où ça ne tient pas. Vous voyez, par exemple, ils ont dit que les gens devaient avoir les cartes d'identité en 2023. Ça, c'est en politique, non? Mais jusqu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là, n'est-ce pas? Qui a sa carte d'identité? Personne. 2, 3 ou 4 personnes. Voilà, on parle de l'incommodité politique. Oui. Vous avez dit, notre tension est élevée à cause de votre incommodité à réaliser ce que vous avez dit. En 2023, vous avez dit, et aujourd'hui, on est en 2025, personne n'a encore sa carte d'identité. L'incommodité politique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Il y a des limites à l'incommodité? Ça peut monter jusqu'à n'importe... Il n'y a pas de seuil? Bon, l'échelle l'explique. Oui. L'échelle de l'incommodité du temps va de 0 à 10. Quand vous êtes à une incommodité nulle,
alors vous êtes dans votre zone de confort. Ok. Quand plus l'incommodité monte, votre système est en danger. Donc quand vous êtes à une incommodité D3, c'est encore tolérable. Mais quand on arrive à 5, alors votre système est prêt à commencer à céder à autre chose. Donc, par exemple, vous avez plus de préoccupations, plus de choses à faire. Alors, cette personne-là, on doit lui attribuer les assistants. Si vous n'avez pas des assistants, vous ne saurez pas faire le travail comme il se doit. Comme vous ne saurez pas faire le travail comme il se doit, alors ce système-là sera endommagé. Il y aura une commodité à réaliser tel ou tel travail. Parce que votre fonction à vous nécessite également les assistants. Comme vous n'avez pas des assistants, alors vous êtes... Le champ d'application est vaste, je vois. Oui, le champ d'application est vaste en économie, en politique, en médecine. En médecine, ça permet de mesurer l'épuisement professionnel, même les burn-out. Donc, c'est un Et même les patients aussi. Oui, les patients. On a même des médecins qui attribuent l'incommodité aux patients. Oh. Oui, il peut attribuer l'incommodité. Vous voyez que quelqu'un qui a la tension artérielle, il vient, et il a une tension élevée, il vient à l'hôpital. Au lieu d'être accueillant, toi qui as appris la déontologie médicale, mais tu n'es pas accueillant. Tu es un médecin qui perturbe encore la situation de paix du patient. Alors tu lui attribues quelques gènes mécaniques temporels à ce temps-là qui s'exposent en toi. Vous voyez que c'est une notion qui est un peu dispersée dans beaucoup de facultés. Le temps seulement de mettre un laboratoire en place et permettre aux gens de mieux comprendre les situations de la vie et de donner la bonne thérapie suite à ce qui incommode. Merci. Merci à vous. D'accord, merci. C'est la fin de ce qui est direct. Merci à vous également, madame, monsieur, pour votre attention soutenue. On se retrouve la semaine prochaine. J'aimerais présenter peut-être le message de condoléances de la part de la famille Bruno Tshibala, qui a perdu un de oncle. Je vais lire cela rapidement, si vous me le permettez. Voilà, c'est un message de la famille Bruno Tshibala. L'ancien Premier ministre Bruno Tshibala et ses neveux ont la profonde douleur d'annoncer à l'opinion, aux amis et connaissances et à la classe politique le décès de son frère aîné et leur père, M. Willy Mutombo Munika Wamalumba, décès survenu mercredi 23 octobre à la clinique Ngaliema de Kinshasa. Le deuil se tient sur Allée Verte numéro 18, ma campagne dans la commune de Ngaliema. Le programme des obsèques nous sera communiqué ultérieurement, fait à Kinshasa le 24 octobre par la famille. Merci à vous pour votre fidélité. Au revoir.